Eh ben, bonsoir, donc on va résumer donc le cours chapitre 3, enfin peu importe le numéro du chapitre, c'est un cours sur l'alimentation. Ce thème sur l'alimentation, en fait, je vais le décliner en trois parties. Et la partie 1, il parle de l'alimentation en tant qu'analyse alimentaire. Ensuite, la partie 2, elle parlera tout simplement de l'appareil digestif. Et puis la partie 3, du fonctionnement de l'appareil digestif. Alors, je vais vous mettre en téléchargement le cours complètement rédigé. Ça vous permettra de recopier pour celles qui préfèrent ça. Et puis, je vous mettrai également les documents d'accompagnement du cours et vous pourrez faire comme ceux qui étaient en présentiel, c'est-à-dire prendre en note au fur et à mesure avec les documents d'accompagnement du cours. Donc, à mon avis, ça va durer une bonne demi-heure. Et ben, c'est parti. Alors, on va donc démarrer. Alors, je vais vous montrer le chapitre, hein. Voilà le document premier STSS, chapitre 3, appareil digestif et nutriments, partie 1, aliments, équilibre alimentaire. Donc ça c'est la version rédigée, voilà, qui est ici, hein. Tout ce qui est écrit ici, en fait, c'est ce que vos collègues qui étaient présentes en classe ont pris en note. Et puis je vous mettrai la version tout simplement non rédigée, c'est-à-dire ça. On va laisser quelques secondes. J'aurais dû l'ouvrir avant, mais enfin peu importe. Donc ce document-là, il vous donne le vocabulaire. Alors actuellement, on est le 12 janvier. Là, actuellement, on a parlé de ces différents... On a parlé de tout ça en fait. Enfin, disons, à parler c'est un grand mot. J'ai demandé tout simplement à ce que ces termes-là soient connus. Voilà tout le vocabulaire du chapitre. Et puis vous retrouvez donc les documents d'accompagnement du cours qu'il faut légender, qu'il faut annoter, etc. Voilà. La carte mentale, on y reviendra, la grande carte mentale, des exercices qu'on fera en fin de chapitre. Donc voilà, je vous mets tout ça en téléchargement. Pour l'instant, je pense qu'il faut écouter la leçon et puis au fur et à mesure compléter les documents. Alors on est parti. Je me mets en position de départ et je lance le diaporama. Alors, rappel composition d'un être humain, tout simplement pourquoi? Parce qu'un être humain va se nourrir. Pour se nourrir, il faut qu'il apporte les molécules qui le composent, ou les molécules nécessaires pour synthétiser les molécules qui le composent. Donc c'est bien de savoir de quoi est fait un être humain. Alors, il est fait d'eau, 70% d'eau pour un adulte. Il est fait de matière organique, on va en reparler de cette matière organique, et il est fait de matière minérale. Alors la matière minérale, c'est un peu macabre ce que je vais dire, mais c'est la matière qui reste quand on incinère les gens. Il reste des cendres, donc c'est des éléments minéraux, c'est de la roche. Et je dirais que la majeure partie des cendres qui composent un être humain qui a été incinéré, c'est ce qui était contenu dans ses os, puisque les os sont formés de matière minérale, mais pas que. Vous avez parlé du système nerveux, vous avez vu le chapitre sur le système nerveux, il y a des ions minéraux qui circulent dans le système nerveux, etc. Mais enfin, la majeure partie des éléments minéraux d'un être humain, c'est dans ses os. Alors, du point de vue molécule, donc on a ces trois matières, de l'eau, matière organique, matière minérale. Du point de vue atome, on a ces atomes-là. Je vous laisse lire, il n'y a pas besoin que je commente. Vous avez vu en seconde qu'un être humain, enfin la matière organique est formée de C, carbone, H, hydrogène, O, oxygène, N, azote. CHON. On les retrouve ici, hein, C, H, O, N. N, c'est l'azote. Et puis d'autres éléments, le phosphore, le soufre, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le calcium, etc. Évidemment. Ça veut dire que dans notre alimentation, on doit pouvoir trouver tous ces éléments. C'est ça l'idée. Alors, grand 1, définition et composition des aliments. Alors, un aliment, c'est, vous lirez le texte en détail dans le document que je vais vous mettre.
mais c'est déjà liquide ou solide. On n'est pas encore capable d'ingérer des aliments gazeux. Nous, c'est du liquide. L'eau est un aliment, ou alors c'est du solide. Alors solide, plus ou moins mixé, mais solide quand même. Alors à quoi servent les aliments? Ils servent à deux grands événements dans la vie d'un individu. Ils servent à grandir. Alors attention, la notion de croissance, ça peut être pris de deux façons. C'est grandir en taille, augmentation de la taille, de l'enfance à la puberté à l'âge adulte. Vous êtes en pleine période de croissance. Normalement, la plupart du temps, à vos âges, on grappille encore quelques centimètres. Il y a aussi une croissance qui est à considérer, c'est la croissance en volume, c'est-à-dire grossir. C'est une forme de croissance. Bon, enfin, les aliments ne servent pas uniquement à ça, donc, ils servent à construire le corps, croissance, mais ils servent aussi à faire fonctionner le corps. Fonctionnement ou métabolisme. Alors du coup, là, on peut distinguer deux parties. Il y a fonctionner le corps pour apporter de l'énergie. Alors l'énergie, c'est surtout les macronutriments, on va en reparler tout à l'heure, les glucides et les lipides, qui vont nous apporter de l'énergie. Et puis, on va aussi permettre un fonctionnement cellulaire en apportant des éléments indispensables au fonctionnement cellulaire. C'est ce qu'on appellera les micronutriments, par exemple les vitamines. On va revenir à ça tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas. Retenez simplement fonctionnement pour de l'énergie et puis pour des éléments chimiques, pour le fonctionnement propre des cellules. Alors, je suis le cours en même temps. Donc, le deuxième paragraphe, il vous parle de la composition chimique des aliments. Alors, de quoi sont faits les aliments? Ils sont faits un petit peu comme un être humain. D'ailleurs, il y a des sociétés anthropophages qui mangent des êtres humains, qui ont mangé. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin bref, donc de l'eau, molécule d'eau. Alors, cette eau, elle a plusieurs rôles. Elle va intervenir pour transporter des éléments dans le corps. Par exemple, dans le sang, il y a de l'eau. L'eau du sang va transporter des éléments qui vont partir dans les reins, qui vont filtrer, qui vont permettre de transporter les déchets qu'il y a dans le sang pour être filtrés et puis former l'urine. Et puis, il y a aussi un rôle d'hydrolyse. Alors, hydrolyse, c'est peut-être un mot compliqué. Ça veut simplement dire que dans nos cellules, il y a des réactions chimiques qui se réalisent en présence d'eau. L'hydrolyse, c'est les réactions chimiques en présence d'eau. Nos cellules fonctionnent en présence d'eau. Du coup, l'eau, elle va se trouver à l'intérieur des cellules pour l'hydrolyse, mais elle va se trouver aussi à l'extérieur des cellules dans le sang. Par exemple, dans le sang. Ça, c'est important à mettre. L'eau se trouve dans l'intérieur, se trouve à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Le dans, il est peut-être mal placé. Alors, je vous ai mis un petit document que j'ai trouvé, que je trouvais intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un arrive déshydraté. Alors, vous lirez, et puis je vous ai mis les corrigés dans le cours. Voilà. Je ne vais pas commenter parce que pour l'instant, on n'a pas les connaissances nécessaires pour commenter ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un a subi une déshydratation importante, il faut lui donner de l'eau et que de l'eau. Par contre, s'il est dans le coma, on ne va pas lui injecter de l'eau parce que ça va faire éclater les cellules. C'est ce que je mets ici. Ne jamais envoyer dans le sang de quelqu'un de l'eau pure, de l'eau distillée. Sinon, ça fait éclater, hémolyse, c'est éclater les cellules. On fera un TP là-dessus. Alors, les aliments sont composés d'eau, ok, mais ils sont également composés de matière organique, de molécules de matière organique. Mais c'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans les molécules de matière organique, on va distinguer celles qu'on apporte en abondance, celles qui doivent être trouvées en abondance, les macronutriments. Alors, ces macronutriments, on les connaît, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Alors, j'explique un petit peu les protéines. Les protéines, c'est des synonymes de protéines. C'est des enchaînements de petites molécules qu'on appelle des acides aminés. Alors ces petites molécules, il y en a 20 possibles, il y a 20 acides aminés qui existent sur Terre. Et quand on enchaîne des monomères d'acides aminés, mono ça veut dire un, donc quand on enchaîne ensemble des monomères d'acides aminés, ça vous donne un polymère. Poly, ça veut dire plusieurs. Donc les protides sont des polymères, c'est des grosses molécules formées de petites molécules qu'on appelle des acides aminés. Et parmi les acides aminés, il y en a quelques-unes qui sont indispensables pour l'organisme. On doit les trouver dans l'alimentation, sinon
on ne peut pas se construire. Les protéines servent à se construire. Et puis, dernier point de détail, c'est des molécules qui aiment bien l'eau. Donc, on peut trouver dans des fruits, par exemple, ou dans de la viande, parce qu'il y a de l'eau dans la viande. Donc, il y a de l'eau dans la plupart des aliments entre nous. Donc, on dit qu'elles sont hydrophiles. Deuxième catégorie de macronutriments, de molécules organiques, c'est des glucides ou sucres. Alors, même logique, il y a des glucides simples, des glucides élémentaires, des toutes petites molécules de sucre qu'on a ici, par exemple le glucose. Alors évidemment, il faut cacher le galactose. Le glucose est une molécule simple, c'est un monomère. Le galactose est une molécule simple, c'est un monomère. Mais comme le galactose et le glucose peuvent s'associer pour former du lactose, le sucre du lait, et bien du coup c'est un dimère, deux molécules. Et puis comme cette molécule de galactose, glucose peuvent s'associer pour former des polymères, par exemple comme l'amidon. L'amidon, c'est le sucre de la pomme de terre, c'est un ensemble, un enchaînement de glucose. Il y a peut-être 5000 glucoses pour former cette grosse molécule. Donc on a la même logique pour les glucides, des petites molécules qu'on appelle des monomères, des glucides simples. Alors les glucides simples, comme le glucose, c'est des glucides qui ont le goût sucré. Et puis il y a des polymères ou dimères polymères qui sont formés de deux ou plusieurs molécules de monomères et qui sont donc ce qu'on appelle des féculents. Ils n'ont pas le goût sucré. Et enfin, il y a les lipides. Alors là, je reviens aux glucides. Je vois que je vous ai mis dans les documents voilà, ces trois dimères ou polymères que vous connaissez. Le saccharose, c'est celui qu'on met dans le café. Enfin, c'est les sucres, les morceaux de sucre qu'on achète. Et puis il y a la dernière catégorie de macronutriments, les lipides ou graisses. Et la plupart des lipides sont des triglycérides. Alors encore un mot compliqué. Triglycérides, ça veut dire trois glycérides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une molécule de glycérol qui est ici. Vous l'avez dans les documents d'accompagnement. Et puis il y a trois molécules d'acide gras. Alors attention, c'est très simplifié, il y a une espèce de zigzag, en fait on ne voit pas du tout les atomes. Je vous rappelle que les molécules c'est un enchaînement d'atomes. Il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Encore une fois, vous avez des informations complémentaires dans le cours. Je ne vais pas tout relire ce qui a marqué, je l'ai sur la gauche. Je ne vais pas tout relire ce qui a marqué dans le cours. Il faut que vous compreniez simplement les schémas que je vous donne. Alors pourquoi on vous parle de ces acides gras? Parce qu'il y a des acides gras, il y en a 4, qui sont indispensables pour l'organisme, donc on doit trouver dans l'alimentation, obligatoirement. Alors je regarde où j'en suis dans le cours. Alors dernière chose, avant de passer au paragraphe d'après, c'est qu'à partir du moment où j'ai un monomère, par exemple un acide aminé, par exemple un acide gras, par exemple un glucose, ces monomères sont des petites molécules et du coup ça s'appelle des nutriments. Un aliment est un ensemble de molécules complexes ou simples qui sont ingérées et quand elles sont digérées, elles sont découpées, on verra ça dans le chapitre d'après, elles sont découpées en nutriments. Les nutriments, c'est ce qui est utilisable par les cellules. Alors ça, c'est important que vous fassiez la différence entre l'aliment et le nutriment. Alors voilà un exemple de molécules qu'on vous donne. Vous lisez cellulose, vous ne savez pas ce que c'est. Mais la question qu'on vous poserait, c'est est-ce que c'est un aliment ou est-ce que c'est un nutriment? Eh bien, c'est sûrement pas un nutriment parce qu'il y a 4 molécules qui se répètent. C'est un polymère et chaque molécule qui le compose serait un nutriment. Alors pour information, la cellulose, c'est le coton, c'est le sucre qu'il y a dans les cellules de végétaux. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai mis de la salade. Même chose, une molécule complexe, polymère d'acide aminé. C'est une protéine. On trouve les protéines dans la viande. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, toujours dans les molécules organiques, il y avait les macronutriments, maintenant il y a les micronutriments. Qu'est-ce que ça veut dire micronutriments organiques? C'est simplement les micronutriments que je dois apporter en petite quantité. Alors on va aller rapide, c'est les vitamines. Alors il y a deux catégories de vitamines. Les vitamines qui sont solubles dans les graisses, qu'on va trouver dans le poisson, qu'on va trouver dans les œufs,
qu'on va trouver dans tous les aliments qui sont là, par exemple la vitamine D. Et puis il y avait des vitamines qui sont hydrosolubles, solubles dans l'eau, bah, on trouve ça dans les fruits et légumes. Alors comme on avait de l'eau, de la matière organique, et ben on a de la matière minérale. Alors la matière minérale, là encore, il y aura deux catégories. Il y a des molécules de micronutriments minéraux. Ok, d'accord, on doit les apporter en petite quantité. Micronutriments, puis minéraux, parce que ce n'est pas de la matière organique, c'est des minéraux. Mais encore une fois, il y a deux catégories. Il y a ceux qu'on doit apporter en petite quantité, les macroéléments. Vous voyez que ce n'est pas simple. Hein. Micronutriments, macroéléments. Et puis il y a les éléments minéraux qu'on doit apporter en très petite quantité, sinon ils sont toxiques. C'est les oligoéléments. Ça, on connaît peut-être plus ce terme. Alors les macroéléments, c'est le calcium, ça permet de former les os. Il y en a d'autres, mais on va prendre cet exemple-là. Les oligoéléments, c'est tout ce qui est métallique. Le fer, le cuivre, le zinc, le plomb, le sélénium. Bon, il y a tout un tas d'éléments chimiques dont on a besoin en très petite quantité. Alors le fer, par excellence, c'est pour former l'hémoglobine, le pigment rouge qui est dans le sang qui permet de transporter l'oxygène et le CO2. Alors vous mettez ça comme exemple. C'est bien d'avoir le nom, mais c'est bien d'avoir un exemple. Le fer. Le cuivre de mémoire, c'est un anti-inflammatoire. Il aide les cellules immunitaires à participer à la défense de l'organisme. Peu importe, le fer, on comprend mieux le fer parce que quelqu'un qui est anémié, il manque de fer, on va lui donner des médicaments qui sont riches en fer pour augmenter son taux de globules rouges. Voilà. Alors vous avez la méga carte mentale qu'il faudra compléter. Et là, je vais peut-être je vais vous laisser la compléter. C'est vraiment le résumé du cours. Donc je pense que vous serez à même de le faire par vous-même. S'il y a un problème, je vous enverrai la version corrigée. On va faire comme ça. Ça vous fait quand même, pour celles qui n'étaient pas là, ça vous fait. Ou alors vous demandez à vos collègues, à vos amis de vous envoyer les réponses. Mais bon, l'idée c'est de vous faire un petit peu réfléchir. Alors, on arrive maintenant à quelque chose peut-être de moins académique, moins compliqué, puis peut-être plus applicable dans la vie courante. C'est que maintenant qu'on sait de quoi sont faits les aliments, maintenant qu'on sait de quoi est fait un être humain, qu'est-ce que je dois apporter? La ration alimentaire, l'équilibre alimentaire. Alors, j'ai peut-être une diapo qui n'est pas au bon endroit. Je vais modifier. Je vais faire comme ça. Je peux pas en direct? Si, je peux en direct. Voilà. Alors du coup, j'arrive à grand 2, la ration alimentaire, l'équilibre alimentaire, et maintenant je vais raisonner du point de vue quantitatif. Je dois apporter une certaine quantité d'énergie au corps. Énergie. Alors l'énergie, ça s'exprime en joules, mais en fait pour les aliments, on a pris une autre unité qui est les calories. Et comme les calories sont souvent en grande quantité, elles sont par milliers de calories, on va parler de kilocalories. Une calorie, c'est 1 kilocalorie, c'est 1000 calories. Bon, donc sur les analyses alimentaires que vous achetez dans le commerce, vous trouverez en retournant, en regardant l'étiquette, vous trouverez des kilocalories. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme énergie pour vivre? Il nous faut deux choses. Première chose, ce qu'on appelle le métabolisme de base. Alors, même chose, vous avez le texte détaillé dans le cours. Le métabolisme de base, c'est la quantité minimale d'énergie qu'il nous faut pour vivre, ou plutôt pour survivre. On est allongé, on ne fait aucun effort, on est dans une pièce à température de l'ordre de 18-19 degrés, bon, le mieux possible, quoi. Il faut quand même que nos muscles respiratoires fonctionnent, il faut que nos reins fonctionnent, il faut que notre cerveau fonctionne, bref, il y a le cœur, il y a plein d'organes qui ont besoin d'énergie, même au repos. Il leur faut de l'énergie, ça s'appelle le métabolisme de base. On ne peut pas être en dessous de ce métabolisme. Si on est en dessous, à long terme, on meurt. Donc nos aliments doivent apporter au minimum ça. Maintenant, la plupart du temps dans la journée, c'est ce qui est illustré par cette image à droite, on va bouger, on va se déplacer, on va monter dans un bus, on va descendre, on va faire du vélo, du sport. Donc on a un métabolisme à l'effort. Nos muscles consomment de l'énergie. Donc finalement, le métabolisme total
c'est-à-dire la quantité d'énergie totale qu'on doit apporter par jour pour un individu, ben, c'est l'addition des deux. Alors ça va vous donner un ordre de grandeur, c'est souvent allez, 2500 kilocalories. On doit trouver, ça dépend de, justement, ça dépend de l'âge de l'individu. Quand on est vieux, on a besoin de moins d'énergie. Ça dépend du sexe de l'individu. Un garçon a besoin de plus d'énergie parce qu'il a plus de muscles en moyenne. Et puis ça dépend de la masse de l'individu, parce qu'un individu qui est corpulent, il a plus de cellules à nourrir, donc il a besoin de plus d'énergie. Enfin, globalement, c'est 2500 kilocalories par jour pour un individu qui fait un effort modéré. Voilà. Alors vous lirez le détail hein, dans le... Et puis je vous donne un moyen de calculer votre métabolisme de base. Il y a des formules à appliquer. Je vous laisse regarder ça parce que je dirais que c'est compliqué à expliquer par visio. Alors évidemment, il y a des règles alimentaires à respecter pour apporter l'énergie. Alors c'est des règles à respecter ou à essayer de respecter. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Alors il y a une règle qui est très connue, très ancienne, très critiquée, il s'appelle la règle des 421 GPL par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un repas, dans une ration journalière, on doit apporter 4 rations de glucides, 2 rations de protides, une ration de lipides. Alors attention, on va préciser quand même, il faut que vous le mettiez. Ce document-là, je ne vous l'ai pas mis dans les documents d'accompagnement, mais il n'est pas important. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut apporter 4 parts de glucides, puisque ça apporte de l'énergie, les glucides, mais une majorité de glucides lents, une minorité de glucides simples, de monomères, une majorité de polymères. Pour dire les choses clairement, il faut manger beaucoup d'amidon. L'amidon qui est un polymère. Pour dire les choses encore plus clairement, l'amidon se trouve dans les pommes de terre et dans les céréales, dans le pain, dans le riz, dans les pâtes, etc. On verra ça tout à l'heure, hein, les aliments à manger. Là, je raisonne au niveau énergétique. Alors, on doit apporter donc 4 parts de glucides avec une majorité de glucides lents. Des protides, ça c'est pour la construction du corps, ça n'apporte pas beaucoup d'énergie, les protides. Par contre, les lipides en apportent énormément, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup de lipides. Il faut des lipides pour construire nos cellules, mais il n'en faut pas beaucoup, parce qu'ils sont très riches en énergie. Donc typiquement là, c'est un tout petit peu de beurre, un tout petit peu de sauce. En fait, les lipides, on s'en occupe pas trop, parce qu'il y en a toujours, et puis un tout petit peu de fromage. Voilà. On apporte des glucides lents, on apporte un petit peu de protides, des sels minéraux. Deuxième règle empirique, hein, c'est-à-dire qu'on l'applique tant bien que mal, c'est la règle des 3-4-3 ou des 4-4-2. Bon, on ne va pas regarder en détail, vous lirez le truc qui est là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des nutritionnistes considèrent que le petit déjeuner doit apporter une grande quantité d'énergie, sous forme de sucre lent, des céréales, du pain, mais pas beaucoup de confiture. Le déjeuner du midi donc, hein, doit apporter une grande quantité d'énergie. Par contre, on limite un petit peu le soir. Donc 3-4-3, c'est-à-dire on met un maximum sur le midi. Ou alors 4-4-2, ça va dépendre un petit peu de vos goûts, de votre fonctionnement. Mais dans les deux cas, dans les deux règles, on a un minimum d'apport le soir. Pourquoi? Tout simplement parce que manger le soir alors qu'on va se coucher, on n'a pas franchement besoin d'énergie le soir. Donc on va peut-être privilégier des aliments pauvres en énergie, et puis riches en sels minéraux, en vitamines, etc. pour se reconstituer dans la nuit. Alors là aussi, des calculs, bon voilà, c'est compliqué par par vidéo d'expliquer ça. Il y a des formules toutes simples, on pourra les appliquer quand vous reviendrez, vous me demanderez, c'est assez rapide à faire. Alors, troisième paragraphe, alors là, non, oui, il manque quelque chose, tiens, encore une fois, mon diaporama, il n'est pas dans le bon ordre. Il n'y a pas la pyramide quelque part, non, j'ai oublié, donc je vais stopper la vidéo quelques secondes. Alors, je reprends la vidéo, j'avais fait un oubli dans mes diapos, hein. Une fois qu'on a équilibré le repas du point de vue quantitatif, c'est-à-dire l'apport d'énergie, il faut aussi expliquer, raisonner du point de vue qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois apporter. D'ailleurs, entre nous, on en a déjà parlé ici, puisqu'on disait qu'il fallait apporter une majorité de glucides, une minorité de lipides.
Alors par contre, on peut maintenant raisonner peut-être encore plus concrètement sur les aliments, les types d'aliments à apporter. C'est la fameuse pyramide alimentaire. Je dis fameuse parce que je pense que vous en avez peut-être entendu parler, enfin du moins elle est très connue. Vous avez une pyramide qui représente les aliments qu'on doit apporter sur une journée. On raisonne toujours à l'échelle de la journée. Et puis, ben, la base de la pyramide, c'est ce qu'il faut apporter en priorité. Et puis, le sommet de la pyramide, c'est ce qui sert à rien. Limiter la consommation. Donc, je vous laisse lire le document. Vous avez le texte dans le cours qui vous expliquera ça. Par contre, voilà. Du coup, on est obligé de définir des catégories d'aliments. 7 catégories d'aliments. Et ce qu'il faut que vous reteniez, et ça, c'est dans le cours également, c'est que nous apportent ces aliments. Alors l'eau nous apporte de l'eau, oui, ok, d'accord, mais elle nous apporte aussi des sels minéraux. Et les sels minéraux, des micro-éléments, sont importants pour la bonne santé. Les céréales nous apportent des sucres lents. Je vous rappelle la règle des 421, 4 parts de glucides, une majorité de sucres lents. Les sucres lents nous apportent de l'énergie. Et puis des fibres. Alors les fibres, on en entend parler, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des molécules en fait qu'on ne va pas digérer, mais elles aident à la digestion. Les fameux 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent des vitamines hydrosolubles, par exemple B et C, et puis des sels minéraux. Les produits laitiers. Il faut des produits laitiers, enfin du moins dans nos sociétés où on dit qu'il faut boire du lait ou manger du fromage. Pourquoi? Parce que ça nous apporte du calcium. On peut en trouver ailleurs du calcium. Et le calcium est important pour les os, c'est des sels minéraux qui vont constituer les os. Ça nous apporte aussi des vitamines, liposolubles, hydrosolubles, enfin bref, il y a pas mal de vitamines dans tous ces aliments-là. Le groupe 5, c'est viande et poisson, qui nous apporte des protéines, avec les fameux acides aminés indispensables, des vitamines, liposolubles, solubles dans les graisses, et puis des acides gras, des graisses indispensables, notamment dans les poissons. Enfin, le groupe 6, alors le groupe 6, il est où? Le groupe 6, c'est là, tout en haut. Déjà, on voit qu'il ne faut pas en apporter beaucoup, hein, parce qu'on en a toujours dans l'alimentation. Il suffit qu'on mette un peu de sauce pour cuisiner. Et puis, par contre, c'est important qu'on en ait, hein, ça nous apporte des lipides qui sont utiles pour le métabolisme, des vitamines liposolubles, des acides gras indispensables. Puis les sucres, il faut être clair, les sucres rapides, les sucres qui ont un goût sucré, ça ne sert à rien. Ça sert à se faire plaisir, ok? Et du point de vue nutritif, ça sert à rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Se faire plaisir, c'est bien, mais ce n'est pas utile d'en manger beaucoup. Alors, diapo suivante, paragraphe suivant, on va parler, alors là, je ne l'ai encore pas fait actuellement, mais on le fera de toute façon, sur les déséquilibres alimentaires, les troubles associés. On va imaginer deux cas, j'apporte trop d'aliments, et puis j'apporte pas les bons aliments. Malnutrition par excès, tout à l'heure on verra. Alors, comment savoir si, par excès, il faut être clair, c'est l'obésité. Si on mange trop, on grossit, on est obèse. Comment on peut savoir si on est obèse? Alors, il y a des indicateurs. Attention, ce n'est pas une référence absolue, c'est un indicateur qui s'appelle l'IMC, indice de masse corporelle. On le calcule comment? Vous prenez votre masse en kilos, vous divisez par votre taille, multiplié par votre taille. Taille au carré. Taille multipliée par votre taille en mètres. Par exemple, quelqu'un de 113 kg qui mesure 1,88 m, il a un IMC de 32. Vous pourrez faire l'essai. Et si vous regardez un IMC de 32, d'après la référence des nutritionnistes, il est au-delà de 25, il est même au-delà de 30. Donc en fait, j'aurais dû mettre ma flèche ici. Il est obèse. C'est quelqu'un qui est obèse. Alors je vais vous faire comprendre que l'IMC c'est un indicateur, mais ce n'est pas une référence absolue. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer cette personne-là, qui a une... plutôt sympa le gars, hein. Il mesure 1,88 m, il pèse 113 kg. Est-il obèse? Si vous faites le calcul, vous verrez qu'il est classé dans les obèses. Donc l'IMC est un indicateur. 113 kg, 1,88 m, IMC de 32, il est obèse. Franchement, j'aimerais bien être obèse comme lui.
Donc voilà, c'est un indicateur, effectivement, la plupart du temps, si on a un indicateur, un IMC supérieur à... Bon, mais il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Un autre moyen de savoir si on est obèse ou pas, ou si on a un excès de gras, hein, parce que ça revient à ça, hein, quand on mange trop, on va stocker sous forme de graisse, la graisse se forme sous la peau, au niveau des fesses, et au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour, comme on dit. Ben, il suffit de mesurer le pli cutané, c'est encore un autre indicateur. Et puis quand on cumule les indications, les indicateurs, on peut dire oui, effectivement, monsieur ou madame, vous êtes obèse. Alors, je vous donne des petits exercices à faire. Vous avez ces documents dans votre accompagnement du cours, hein. Un individu de 6 ans, garçon, 116. 116 quoi? Ben, 116 de taille, 21 kilos. Vous le situez dans le graphique. Et vous obtenez ça. Il est dans la zone bleue, bleu ciel. Pas de problème d'obésité. Sinon, c'est obésité degré 1, obésité degré 2. Degré 1, c'est pas trop grave. Degré 2, ça devient dangereux pour la santé. IMC, c'est pas très visible, de 15,6. Vous devez obtenir 15,6. Une fille, même chose, 11 ans, 143 cm de hauteur, donc 1m43, attention, il faut mettre en mètres, 40 kg, et vous obtenez, bah pareil, voilà, elle est dans la zone, entre guillemets, standard, pas de souci. Deuxième type de maladie, alors là, je vous demande de regarder, je vais mettre le cours, hein, de regarder cette vidéo. Je vous ai mis le flashcode, je vous ai mis le lien, vous pouvez regarder avec votre téléphone, je ne peux pas faire plus simple, et vous devez répondre à la question. Aliments. Alors, les symptômes de la maladie, la cause, les traitements, les aliments à privilégier. Alors le scorbut, c'est une carence en vitamine C. Je vous laisse regarder la diapo, tout est dit. Vous avez en jaune les réponses à la vidéo. Alors ça serait peut-être bien de faire l'effort de regarder cette vidéo. Et vous devez connaître ça dans le cours, du coup. C'est un document de cours. Voilà, le cours est terminé. Je vais stopper cette vidéo qui a duré 32 minutes. Bon courage à vous, bonne prise de notes et à bientôt.